Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Denis Collin pour son dernier livre paru sous nos presses en défense de l'État-nation, disponible sur notre site. Vous trouverez tous les liens en description. Denis Collin n'est pas un inconnu pour vous, loin de là. Il avait déjà travaillé avec nous sur l'ouvrage Après la gauche. Il était intervenu sur notre chaîne il y a quelque temps pour comment peut-on être marxiste. Et voilà, je suis particulièrement heureux de le recevoir aujourd'hui, surtout que après une campagne assez morne, je le sais pour l'avoir fait, les élections européennes ont touché à leur fin. Et maintenant, il peut continuer à ne rien se passer. Donc, avoir un ouvrage de fond sur une des seules questions politiques qui importe, c'est quelle doit être la forme politique dans laquelle nous vivons. Eh bien, je pense que vous ne devriez pas passer à côté, car c'est un ouvrage auquel vous pourrez vous référer perpétuellement. Cher Denis, merci beaucoup de nous accorder votre temps et dites-moi, pourquoi ce plaidoyer en défense de l'État-nation? Merci d'abord de m'avoir permis de m'en expliquer. Euh, Question d'État-nation, pour moi, c'est devenu une question cruciale en 1991-92. Vous vous rappelez, c'était l'époque du référendum de Maastricht. Et à l'époque, j'ai pris la décision de suivre Jean-Pierre Chevènement dans l'appel au vote non, ce qui m'a mis en mauvais termes avec une partie de mes amis de gauche, euh, qui, eux, pensaient que le traité de Maastricht allait nous faire avancer vers l'Europe sociale et je ne sais quelle sornette. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai été amené à réfléchir sur cette question de la nation, des raisons profondes pour lesquelles on devait refuser et le traité de Maastricht et ce qui allait s'en suivre, c'est-à-dire euh, le passage à la monnaie unique et 2000, quoi, et puis les accords qui ont suivi. Alors, les raisons profondes, je crois, elles tiennent d'abord à, à une analyse critique qu'on doit faire de ce qui s'est passé au cours des 50 dernières années. Parce qu'en réalité, bon nombre des arguments des partisans de l'Union européenne reposent sur l'idée que, au fond, l'État-nation est dépassé. Hein, que l'économie étant devenue mondiale, nous ne pouvons plus rien faire dans notre petit réduit national et que, en outre, la liberté totale du marché allait permettre de développer la démocratie. Hein, vous connaissez les thèses de Fukuyama sur la fin de l'histoire. Alors tout ça, c'est une entreprise idéologique, hein, qui a eu ses heures de gloire. J'avais d'ailleurs écrit un livre en 1997, si je me souviens bien, ou oui, c'est 1997, sur la fin du travail et la mondialisation, que j'avais sous-titré idéologie et réalité sociale. Parce qu'en réalité, il me semble qu'effectivement, derrière le tableau de la fin des États, de la liberté généralisée, etc., s'annonçait quelque chose de beaucoup moins réjouissant. Et la réalité, c'est que ce qu'on a appelé le néolibéralisme, hein, la politique post-effondrement du bloc soviétique, s'est révélée être une entreprise de destruction assez systématique des nations, et des nations, non pas parce que d'un seul coup, ils seraient tous devenus des grands amateurs du cosmopolitisme, mais d'abord parce que les nations sont le lieu de résistance des peuples, et qu'il s'agissait, avec ce qu'on a appelé, à tort à mon avis, hein, j'ai fait une critique assez détaillée de ce terme, néolibéralisme, il s'agissait de mettre en coupe réglée toutes les conquêtes sociales. Et on a vu depuis comment ça a fonctionné. Et ça a d'ailleurs relativement bien marché, puisque la part du revenu national, que ce soit en France ou ailleurs, que recevaient les travailleurs, n'a cessé de diminuer au profit des actionnaires. C'est très simple, la destruction d'État-nation, c'est la lutte de classe qui se continue par d'autres moyens. Alors, à partir de là, je crois qu'il faut aborder plus précisément la question de l'Union européenne,
est remarqué d'abord pour répondre à toute une série d'objections, même de gens bien intentionnés d'ailleurs, que l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas l'Europe. La réalité historique de l'Europe, nous la connaissons, ce sont les nations qui se sont constituées, alors lentement, hein, de manière souvent chaotique, à travers des guerres, des affrontements, des changements de régime, euh, au cours des 1500 ans qui suivent la fin de l'Empire romain d'Occident. Voilà. Et peut-être même les nations sont la création originale de l'Europe. Il y a un endroit dans le monde où on a fabriqué des nations de manière systématique et avec des formes variées, bariolées même. C'est bien l'Europe. Et ces nations, elles ont une réalité qui est enracinée, hein, dans toute notre histoire. Si on prend la nation française, par exemple, c'est quelque chose qui a... alors, je ne sais pas s'il faut remonter à Clovis, parce qu'à Clovis, c'était pas encore vraiment quelque chose qui ressemble à la France, mais au moins, c'est la monarchie capétienne qui a unifié la nation française, qui en a fait un sujet politique. Hein. Euh, Ça ne veut pas dire que je suis un monarchiste, hein, ni un royaliste. J'ai quelques bons amis de ce côté-là. Mais il est de fait que par exemple, la bataille de Bouvines, hein, eh bien, être français, ça voulait dire quelque chose. Il y a une espèce de reconnaissance nationale. Et puis qui va continuer avec toute une série d'actions des divers monarques, mais qui correspondaient en réalité à des mouvements profonds à l'intérieur du pays. Alors, ce qui est vrai de la France est vrai sous d'autres formes, par exemple de l'Angleterre, qui va devenir le Royaume-Uni après la fusion avec l'Écosse. C'est vrai aussi à certains égards de l'Espagne. Hein. Les grandes nations européennes se sont constituées comme des entités autonomes, et chaque roi, au nom de sa nation d'ailleurs, hein, euh, prétendait ne devoir de compte à personne. Il prétendait être souverain. Euh, voilà. Et s'il est souverain, ça veut dire qu'il n'est pas soumis à une autorité supérieure, hein, sinon celle de Dieu qu'il reconnaissait, mais Dieu n'est pas très embêtant dans la politique ordinaire. Mais la nation s'est faite en Europe par la liquidation de tout ce qui pourrait rester du régime impérial. On sait d'ailleurs que ça a été une bataille compliquée, puisque on avait deux puissances qui se voulaient des empires, des continuateurs de l'Empire romain, qui étaient la papauté et le Saint-Empire romain germanique. Et c'est précisément contre ces deux puissances-là que se sont constituées les nations. Alors voilà, l'Union européenne, elle, c'est tout à fait autre chose que cette tradition historique, mais je reviendrai sur les acquis de cette histoire. L'Union européenne, elle, c'est le résultat de la volonté des classes dominantes d'Europe d'en finir avec quoi? D'en finir au fond avec l'Europe. D'en finir avec les traditions particulières de l'Europe, d'en finir avec ce système des nations et de revenir à une sorte d'empire. L'Union européenne, c'est un mauvais remake du Saint-Empire romain germanique. Mauvais, hein, parce que comme le disait Marx, la première fois c'est une tragédie, la deuxième c'est une farce. Alors, donc, c'est ça le point de départ de l'Union européenne. Alors, c'est lié évidemment aux conditions immédiates de l'après-guerre où les États-Unis ont cherché des moyens d'endiguer ce qu'ils croyaient être la poussée communiste. Il y aurait beaucoup de choses à dire à ce sujet. Hein. Parce que poussée communiste, il faut se garder de prendre pour une réalité historique le récit qui nous est raconté. Hein. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus pour l'instant. Alors, d'abord, une arme des États-Unis contre l'Union soviétique et les pays communistes, comme on disait à l'époque, voilà, c'est ça qui justifie la constitution des premières organisations, la communauté européenne du charbon et de l'acier, et puis le marché commun. Mais le fond de la question, c'est qu'il s'agit d'en finir avec ce qui a fait cette spécificité de l'Union européenne. Alors, pour être précis, on peut dire que dans un premier temps, et pour être honnête, on peut dire que l'Europe des six pouvait faire illusion. Pourquoi elle faisait illusion? Parce que d'abord, vous aviez dans l'Europe des six, celle du traité de Rome, les mêmes principes qu'aujourd'hui. Hein.
la concurrence libre et non faussée, elle est dans le traité de Rome. Et c'est d'ailleurs en raison de ces principes que quelqu'un comme Mendès France a condamné vigoureusement le traité de Rome. Mais cette Europe des six pouvait faire illusion parce qu'après tout, d'abord, elle scellait la réconciliation franco-allemande, hein, officiellement en tout cas, et personne ne pouvait être contre la réconciliation de la France et de l'Allemagne. Hein. Nous avions payé assez cher nos guerres avec l'Allemagne, hein, 3 guerres en peu de temps, hein, 70, 71, 14, 18, 39, 45, ça fait beaucoup. Et au fond, on pouvait avoir l'espoir que cette Europe des six allait être l'Europe de la paix. Et puis il y avait autre chose, c'est que ces rapprochements pouvaient sembler aisés. Aisés pourquoi? Parce que les systèmes politiques et sociaux des 6 pays, c'est-à-dire en gros les 3 principaux, c'est-à-dire l'Allemagne, la France, l'Italie, et puis la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg, ces systèmes politiques et sociaux étaient assez proches l'un de l'autre. D'abord, souvent les configurations politiques se ressemblaient. Par exemple, la France et l'Italie sont 2 cousines de ce point de vue-là. Et puis, dans tous ces pays, un certain nombre d'acquis sociaux s'étaient construits. Il y avait des syndicats forts, il y avait des systèmes de nationalisation, il y avait une intervention de l'État. Et au fond, même un socialiste pouvait adhérer à cette Union européenne en se disant c'est un pas en avant qui vaut mieux que la situation antérieure des conflits et de ce prétendu concert des nations qui se terminait toujours en guerre. Voilà. Mais cette illusion a été vite dissipée. Elle a été dissipée d'abord avec l'élargissement du marché commun et puis la construction progressivement de l'Union européenne. Alors l'Union européenne, elle, j'ai envie de dire, c'est la continuation de la guerre sous d'autres formes. Hein. L'Union européenne, elle a permis, et elle a été très pratique pour ça, elle a permis de reconstituer la puissance allemande. Ça, c'est absolument évident. L'élargissement de l'Union européenne aux pays d'Europe centrale et orientale, les fameux PECO, a permis de constituer à l'industrie allemande un hinterland, hein, un arrière-pays industriellement puissant, qui leur donne aujourd'hui encore un avantage incontestable et qui leur donne de fait la direction de l'Union européenne. Les choses cependant sont peut-être allées un peu loin parce qu'aujourd'hui, à force de vouloir la concurrence libre et non faussée, voici que celle-ci pourrait bien se retourner contre l'Allemagne et que l'Allemagne elle-même pourrait être en danger. Voilà. Donc, première idée, l'Union européenne, ce n'est pas l'Europe, c'est autre chose, c'est même quelque chose qui vise à la dislocation de l'Europe. Alors, il me semble, moi, que dans cette situation, la seule point d'appui que nous puissions avoir, c'est bien la nation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une nation? Je pourrais reprendre ici cette définition que j'aime particulièrement, celle du social-démocrate autrichien Otto Bauer, hein, du temps où le Parti socialiste autrichien était une véritable force politique dynamique. Il disait une nation, c'est une communauté de vie et de destin. Une nation, de ce point de vue-là, c'est pas une langue, parce qu'il y a des nations qui ont plusieurs langues. Par exemple, la Suisse, la Belgique. Mais c'est d'abord une histoire qui s'est forgée dans des combats communs. C'est aussi une culture. Il y a, on va dire, une culture européenne qui est le lien vivant entre les cultures des diverses nations européennes. Il serait intéressant, par exemple, d'un point de vue historique, de montrer comment les cultures d'Allemagne, de France, d'Italie, d'Angleterre, etc., se sont influencées mutuellement et ont constitué un certain bagage qui nous est commun. Hein. Mais c'est parce que c'était des nations. Les Allemands ne sont pas des Français qui parlent allemand. Hein. Ils ont leur propre culture que parfois nous ne comprenons pas bien et que nous comprenons peut-être de moins en moins, tout simplement parce que plus on est devenu européen et moins on a appris l'allemand dans ce pays. Bon. Donc ces nations, elles forment une communauté, des communautés qui ne sont pas forcément des ennemis, hein, qui se sont entre-influencées.
Après tout, Chopin, on ne sait pas trop si c'est un musicien polonais ou un musicien français, hein. Euh, et puis, bon, pour quelqu'un qui fait de la philosophie, euh, est-ce que Leibniz est un Allemand? Bien sûr, Leibniz est un Allemand. Marx aussi, mais bon, c'est d'abord des philosophes. Donc la question n'est pas d'isoler ces nations, mais de montrer qu'il y a des communautés différentes, avec des points de vue différents, qui peuvent s'enrichir, évidemment, mutuellement, mais qui restent différents. Aujourd'hui encore, ça se voit, c'est ça qui est intéressant dans l'Europe. Vous traversez l'Europe entière, vous allez de capitale en capitale, par exemple, pour voir, vous apercevez qu'il y a un point commun, il y a même plusieurs points communs, vous êtes partout chez vous, est-ce que vous y reconnaissez? Vous rentrez dans une église à Varsovie, c'est une église, vous savez ce que c'est. Et en même temps, vous savez que vous n'êtes pas en France. Il y a des particularités, il y a, j'allais dire, un je ne sais quoi. Il y a quelque chose dans l'air, euh, dans la musique des langues aussi, qui fait qu'on est dépaysé, même dans des pays aussi proches de nous que l'Italie. Donc voilà, ces différences, elles sont importantes et elles sont le patrimoine, j'allais dire, des gens ordinaires. Parce que la jet set, ce que le professeur Leslie Sclair appelait la classe capitaliste transnationale, la jet set, elle n'a pas besoin d'un sol commun. Hein, comme le dit M. Glucksmann, je me suis en plus chez moi à New York qu'en Picardie. Bon, par contre, les gens ordinaires, pour reprendre l'expression de Christophe Guilluy, les gens ordinaires, eux, ils ont un sol commun. Ils sont de là. Ce sont des gens d'ici. Voilà. Et leur seul patrimoine, c'est celui-là. Et c'est précisément ça qu'il faut casser, parce que ce patrimoine est aussi un outil de résistance aux entreprises du capitalisme. Alors, est-ce que ce retour sur la nation n'est pas dangereux? Après tout, on me dit, oui, mais tu défends la nation, tu défends les nationalistes. Bon, ben, d'abord, euh, soyons précis, aimer sa patrie, bon, dans mon livre, je fais des distinctions, hein, nation, patrie, peuple, etc. Tous les cas, aimer sa patrie ou se sentir d'ici, ce n'est pas forcément détester les autres. Hein. On peut avoir deux amours, son pays et Paris, hein, comme chantait Joséphine Baker, je crois. Bon exemple d'ailleurs de ce de ce que peut faire de mieux la nation française en matière d'intégration ou d'assimilation des étrangers. Voilà. Donc, on peut très bien être patriote sans pour autant être un nationaliste, sans être persuadé que on est les meilleurs. On n'est pas forcément les meilleurs. Je sais pas, Français, nous savons bien qu'il y a d'autres pays donc parfois même meilleurs que nous. Hein. Il n'y a pas du tout, voilà, on est comme on est, puis c'est tout. Il n'y a pas besoin d'être dans cette compétition effrénée pour savoir si l'amour de la nation nous amène au nationalisme. Hein. Le patriotisme, ce n'est pas le chauvinisme. Bon. Deuxième point sur le même thème, la nation et l'internationalisme. Ben, on me dit, oui, tu reviens à la nation, tu bafoues l'internationalisme. Ben non, moi je suis toujours un internationaliste, parce que précisément, pour qu'il y ait international, il faut bien qu'il y ait des nations. Sinon, il n'y a pas d'international. Il n'y a rien qui se fait entre les nations s'il n'y a plus de nations. Et précisément, ce que euh, un certain nombre de gens critiquent dans la défense de l'État-nation, ils le font en général, cette critique, au nom non pas de l'internationalisme, dont ils n'ont rien à faire, mais du cosmopolitisme, c'est-à-dire de la négation des nations, de l'idée abstraite que nous serions des citoyens du monde, ce qui est peut-être vrai abstraitement, mais qui n'a aucune réalité effective. De ce point de vue, donc, ne pas confondre l'internationalisme et le cosmopolitisme. On peut être pour la nation, on est pour l'internationalisme, mais je ne suis pas un cosmopolite. Euh, de la même manière, la nation, ce n'est pas le racisme. Les nations ne se font pas sur des races. De ce point de vue, il y a une confusion que font beaucoup de gens. Le nazisme n'est pas une idéologie de la nation, c'est une idéologie de la race. C'est tout à fait différent. Les nazis détestaient autant les Allemands qui n'étaient pas de purs Ariens que les non-Ariens, les autres peuples. Par contre, ils avaient une grande estime pour les peuples qui leur ressemblaient,
pensaient qu'ils leur ressemblaient. Par exemple, les nazis ont toujours considéré que les Scandinaves faisaient partie, en quelque sorte, de cette grande arianité qui devait être appelée à dominer le monde. De la même façon, ils avaient une énorme admiration pour les Anglais, voilà, parce qu'ils faisaient partie de la même race. Et donc, on voit très bien, si on prend l'exemple du nazisme, il n'y a pas de rapport entre la nation et le racisme. Les nations ne sont pas racistes. Elles peuvent l'être, hein, comme un peu tout le monde, au fond. Le racisme est sans doute la chose la mieux partagée au monde, hélas. Euh, mais elles ne sont pas fondées sur cette idée de race. La France n'est pas raciste structurellement, n'en déplaise un certain nombre de gens. Euh, Au contraire, on va rappeler par exemple que c'est en 1310 ou 15, je crois, que Louis X le Hutin a aboli l'esclavage sur le territoire français. 1315. Et un noir qui mettait les pieds sur le territoire français était considéré, officiellement du moins, comme n'importe quel autre humain. Donc, il n'y a pas de racisme structurel. Je donnais tout à l'heure l'exemple de Joséphine Baker, je crois que c'est un bon exemple. Et puis, une bonne partie de nos compatriotes qui ont été pourtant, et qui auraient de bonnes raisons d'en vouloir à la France, dans les territoires et départements d'outre-mer, tiennent à rester français. Et pourtant, ils sont de couleur, comme on dit. Hein. Et je ne crois pas. Alors, encore une fois, le racisme n'est pas une question secondaire. Et effectivement, on doit combattre le racisme, comme on combat toutes les formes de la méchanceté humaine, au fond. Mais ce n'est pas la nation qui fabrique le racisme. On rappellera aussi que, après tout, c'est dans cette France qu'on continue de nous dire structurellement raciste, qui est née un peu avant la Révolution, un peu avant 1789, la première société des Amis des Noirs, qui a été fondée par Condorcet et quelques autres. Donc les Lumières sont antiracistes et la tradition française est antiraciste. Et c'est pas parce que on défend la France qu'on est devenu un raciste. C'est bien plutôt l'inverse qui est en train de se passer aujourd'hui. Euh, je vais continuer encore sur cette défense de la nation. La nation, euh, c'est aussi reconnaître aux autres le droit de la nation. Moi, je suis pour être maître chez moi, hein, ce qui est logique. Je n'aimerais pas qu'on vienne rentrer dans ma maison pour me dire ta déco est complètement à refaire, pourquoi tu te nourris de cette manière, tout ça. Euh, mais pour autant, je reconnais aux autres le droit de faire comme ils veulent. Dans chaque nation, chacun vit comme il a envie de vivre. Ce sont les peuples qui doivent se décider, se déterminer. De ce point de vue, euh, il y a une opposition d'abord entre la nation et le système d'empire. Le système d'empire signifie qu'il y a un pouvoir politique qui est établi au-dessus des nations. Et établi au-dessus des nations, ce pouvoir politique, euh, comment dire, il est évidemment un pouvoir oppressif sur les nations. Le système de la nation, de l'État-nation, c'est au contraire l'opposition au système d'empire. Et la nation n'est donc pas le colonialisme. D'ailleurs, un certain nombre de grands défenseurs de la patrie étaient contre le colonialisme. Je rappelle, par exemple, bien qu'il n'avait pas tiré beaucoup de conclusions pratiques, que Clémenceau n'était pas colonialiste. Pas du tout. Que Robespierre était contre toute politique de conquête et qu'il considérait, en bon disciple de Rousseau, que l'usage de la force armée devait être réservé à la préservation de la patrie et non pas à l'asservissement des autres. Voilà. Donc, il n'y a pas de rapport entre nation, empire et colonialisme. Alors, ce qui fait, à mon avis, la valeur de la nation, c'est qu'elle est un moyen terme ou un dépassement d'une opposition. Parce que nous sommes naturellement tous des humains. Alors, peut-être plus nous qui avons été élevés dans un environnement chrétien, après tout. Nous sommes universels par nature. L'Église, elle est catholique. Catholique, ça veut dire universel. Donc, nous considérons que partout, il y a l'homme. Et que tous les hommes ont une égale dignité. Je crois que ça fait partie de ce que nous avons à léguer de plus important aux générations qui viendront après nous. Mais en même temps, c'est universel, il est abstrait. Comment s'en saisir? Le monde, c'est très grand, hein, et nous ne pouvons pas nous reconnaître parce que nous, tous comme membres d'une même communauté, parce que c'est trop grand. Voilà, c'est tout simple. Bon. D'un autre côté, nous avons des petites communautés, ça s'appelle les tribus.
hein, par exemple, ou le système qui dominait dans toute l'Antiquité, qui était le système gentiliste, la gens, hein. Et on voit bien quand on étudie un peu l'histoire antique que c'est particulièrement net à Rome, le système de la gens a toujours miné le système de l'État. Hein, bon, euh, et c'est pour ça qu'ils ont été obligés de passer de la République à l'Empire. Bon. Donc, on a d'un côté un universel qui est trop vaste, et d'autre côté, un particulier, la tribu, tout ce qui est fondé sur les liens du sang, en réalité, qui est trop petit, trop étroit, et qui ne permet pas à l'humanité de s'exprimer. Et comment l'humanité de chaque peuple peut s'exprimer? En construisant justement une nation. Une nation, elle est politique, c'est-à-dire qu'elle est au-delà des liens du sang, et en même temps, elle est enracinée dans une histoire. Je crois qu'on pourrait trouver quelque chose de semblable en lisant Hegel, par exemple. Bon. Alors, la nation, elle suppose, et ça me semble le point le plus important dans la campagne qui vient, la souveraineté et la démocratie. Pourquoi? Je rappelle que notre Déclaration des droits de l'homme dit que la souveraineté réside essentiellement dans la nation. C'est la reprise sous la forme constituante de la thèse de Rousseau qui dit qu'un peuple, c'est un peuple qui se fait peuple. Et il se fait peuple dans l'exercice de son propre pouvoir. Et il ne peut pas y avoir deux souverains. Il peut y en avoir qu'un seul. Ça va de soi d'ailleurs, c'est une simple question de logique. Hein. Le souverain, c'est celui au-dessus duquel il n'y a pas d'autre pouvoir. Donc si vous avez deux souverains, il y en a forcément un qui est au-dessus de l'autre, et celui qui est au-dessus de l'autre fait que l'autre n'est plus souverain du tout. Euh, Aujourd'hui, j'ai vaguement entendu que dans la campagne européenne, le grand mot d'ordre euh, de notre président de la République, c'est une France forte dans la souveraineté européenne, la souveraineté européenne avec une France forte, je ne sais plus bien dans quel ordre. Bon, la souveraineté européenne, ça veut dire que la France n'existe plus. C'est très simple. Si la France n'est plus une nation souveraine, elle est une vague région du nouveau Saint-Empire. C'est tout. Alors, cette destruction de la France qui est prônée par le gouvernement actuel du pays, hein, ce qui est quand même extrêmement grave, affirmer que la France n'est plus souveraine, ça a des conséquences diplomatiques, militaires absolument considérables. Eh bien, cette destruction de la France, on peut rajouter que la France sera forte, mais ça, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. D'ailleurs, l'expérience nous a montré depuis quelques décennies que plus la France abandonnait de sa souveraineté, plus elle s'affaiblissait. Aujourd'hui, nous sommes un pays qui est en grave danger. Je ne suis pas certain que tout le monde s'en rende bien compte, mais si on regarde aussi bien l'état de notre administration, l'état de nos services publics, que l'état de l'industrie et de l'agriculture, hein, qui a été longtemps le fleuron de la France, eh bien, tout cela va très très mal et ce pays est en danger. Et quand on nous parle de souveraineté européenne, nous savons que c'est parce que un certain nombre de gens se préparent à liquider ce pays. Voilà. Euh, et l'Union européenne ne nous aidera pas non plus à nous protéger contre le reste du monde. Hein. Voilà, il faudrait que l'Union européenne, c'est la forteresse qui nous protégerait contre la Chine et la domination des États-Unis. Alors là, c'est encore une très mauvaise plaisanterie. L'Union européenne ne protège de rien du tout, puisque son dogme, c'est la concurrence libre et non faussée, donc par définition, pas de protectionnisme. Non seulement elle ne nous protège pas de la Chine, mais elle a pris récemment un certain nombre de décisions qui ont été des décisions pro-chinoises, à tel point qu'on peut se demander qui les a inspirées. Si je pense par exemple au passage de la voiture toute électrique prévue en 2035, bon, fort heureusement, ça semble que ça ne se fera pas, mais la voiture toute électrique prévue en 2035 est un formidable euh, appel à l'industrie chinoise. Parce que pour un tas de raisons historiques, les Chinois sont bien plus en avance sur la maîtrise d'abord des métaux rares, qui sont indispensables à ce genre de construction, et aussi sur la voiture électrique. Et les Chinois, d'ores et déjà, c'est un constructeur chinois qui a dépassé Tesla, etc. Et on commence à se rendre compte que peut-être on a fait une bêtise comme avec la voiture électrique. Donc, l'Union européenne ne nous protège pas, elle nous rend au contraire de plus en plus dépendants du reste du monde. Quand on voit comment l'Union européenne a encouragé les délocalisations
qui fait qu'aujourd'hui, l'industrie en France représente moins de 10% du travail. Moins de 10% de la population active est embauchée dans l'industrie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'une faiblesse considérable de l'industrie. Bon, je ne vais pas rappeler les trucs que tout le monde connaît. Par exemple, on n'a plus de médicaments, hein. On cherche du paracétamol, tout simplement, parce qu'on ne sait plus fabriquer du paracétamol. Ouais. Donc, on a été rendu de plus en plus dépendant, alors dépendant des pays vers lesquels on a délocalisé, hein, à qui on a donné toutes les clés pour qu'ils deviennent de nouvelles grandes puissances, et dépendant de plus en plus des États-Unis. Hein. Euh, on se rappelle le temps où le général de Gaulle boycottait les cérémonies du débarquement. Aujourd'hui, les cérémonies du débarquement sont fêtées parce qu'en réalité, non pas c'est la victoire contre les nazis, puisqu'on a éliminé de ces cérémonies l'autre partie qui avait lutté contre le nazisme, à savoir la Russie soviétique. Mais c'est parce qu'il s'agit de fêter les Américains, c'est tout. Voilà. Et donc, nous sommes de plus en plus dépendants des USA. D'ailleurs, la défense européenne dont on se caractérise, c'est rien d'autre que l'OTAN, c'est-à-dire qu'elle est placée sous contrôle des États-Unis. Voilà. Alors, bon, tu critiques, mais c'est tout ce que tu sais faire, on pourra me répondre. Non, je crois qu'on peut définir une ligne à partir de ce que je viens de dire. Et cette ligne, je n'ai rien inventé. Moi, je reprends tout simplement la position que développe Kant dans son projet de paix perpétuelle, un texte bref mais absolument fondamental. Et ce projet repose sur trois piliers. Le premier pilier, dit Kant, c'est le républicanisme, c'est-à-dire la constitution républicaine des États. Et la constitution républicaine des États, c'est quoi pour Kant? C'est le fait que ce sont les peuples qui sont le souverain en dernier recours. Alors, quand il voit une condition de la paix, parce que dit-il, comme ce sont les peuples qui payent les frais de la guerre, eh bien, ils décideront moins facilement la guerre que les grands qui décident volontiers la guerre parce qu'ils n'en paieront pas les frais. Et on voit combien aujourd'hui cette question est absolument fondamentale. Nous avons en France un gouvernement ultra minoritaire dans l'opinion et qui est en train de nous entraîner dans une guerre dont personne n'est capable de mesurer les conséquences. Donc, constitution républicaine. Voilà. Et je crois que ça, c'est une question essentielle. Comment le peuple est souverain? Deuxièmement, reconnaissance de la souveraineté des nations, c'est-à-dire la non-ingérence. Les Allemands, par exemple, les Allemands n'acceptent pas le principe de la laïcité. Leur école n'est pas laïque, leur État n'est pas laïque. Ils ont un vieil arrière-fond protestant, mais aussi partiellement catholique. Voilà. Puis eux sont attachés à leur constitution. Moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Si le peuple allemand considère que c'est bien pour lui, ben c'est bien pour lui. Mais je ne veux pas que, inversement, on nous oblige, nous, au nom de je ne sais quoi, à renoncer à ce qui a constitué depuis 1905 la base de la République dans ce pays, à savoir la loi laïque. Bon, j'ai pris cet exemple, il y en a des milliers d'autres du même genre. La souveraineté des nations. Notre système de sécurité sociale n'était pas parfait, mais c'est le nôtre. Et c'est nous qui l'avons choisi. Nos dates de départ à la retraite, c'était les nôtres. On sait que depuis peu de temps, c'est plus les nôtres, c'est celles qui sont fixées par un agenda européen. Voilà. Donc, deuxième point, non-ingérence. Et non-ingérence qui s'étend d'ailleurs à toutes les nations du monde. Au fond, on n'a pas à s'ingérer dans les affaires d'une nation tant que ça ne nous concerne pas. C'est-à-dire tant que cette nation ne met pas en cause la paix. Quand on donne un exemple, il dit au fond, un autre individu, même si vous réprouvez sa conduite, vous n'avez pas le droit de la réprimer tant qu'il ne vous cause pas de tort. Voilà. Eh bien, vis-à-vis des nations, c'est pareil. Et puis le troisième point, c'est un pacte de paix perpétuel, c'est-à-dire qu'on s'engage à ne plus se faire la guerre. Ça serait déjà bien, parce qu'on s'est fait la guerre en Europe. Tout le monde dit l'Europe, c'est la paix. Mais on a eu la guerre en Yougoslavie. Et dans cette guerre en Yougoslavie, il y avait quelques-unes des nations européennes qui étaient engagées. On a bombardé Belgrade avec des bombes à l'uranium appauvries. Ça s'appelait des bombardements humanitaires. Hein. C'est bien l'Europe, c'est la paix. Voilà. Donc, s'engager à faire la paix pour de bon, à ne jamais s'agresser les uns les autres, etc. Et ce pacte de paix perpétuel, il va aussi avec la reconnaissance
Kant dit de l'universel, de l'universelle hospitalité, hein, ce qu'il appelle le droit cosmopolitique. Qu'est-ce que c'est que l'universelle hospitalité? Ben, c'est le fait que quelqu'un qui se présente aux frontières de la nation ne doit pas a priori être considéré comme un ennemi. Voilà. Donc on le reconnaît en tant qu'homme quand il se présente à vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'accueillir. Si quelqu'un frappe à votre porte, vous n'avez nulle obligation, sauf éventuellement si vous sentez une obligation morale, mais vous n'avez nulle obligation de lui offrir un lit et de lui payer à manger. Bon, c'est exactement la même chose vis-à-vis de l'universelle hospitalité. Voilà. Après, nous pouvons décider de qui rentre chez nous, qui ne rentre pas, de décider des critères euh, qui, par lesquels s'applique cette hospitalité. Et puis nous pouvons même, et je pense que ce serait une bonne chose, considérer que ceux des étrangers qui ont frappé à notre porte et qui veulent y rester, eh bien, s'assimilent, c'est-à-dire deviennent, comme dans la chanson de Maurice Chevalier, d'excellents Français. Voilà. Euh, bon, voilà ce que je voulais dire pour présenter un peu le sens de mes réflexions dans cette veille ou presque veille euh, d'élection européenne. Voilà. Alors, cher Denis, je voudrais qu'on revienne sur certains points. Alors, déjà, il y a un truc que je voudrais rappeler, surtout pour nos jeunes qui nous écoutent et à qui je recommande votre livre, parce qu'il permet de faire des tas de distinctions conceptuelles, même si, que je trouve très bien faites, même si on a une ou deux avec lesquelles je ne suis pas en accord totalement, mais que, si vous voulez, c'est très didactique et très, vous voyez, ça sent l'homme de transmission et d'enseignement. La Je voudrais revenir sur un point, sur un procès qu'on fait beaucoup, juste un point à Kant, qui est d'en faire un penseur mondialiste. Je veux le signaler pour les jeunes qui nous écoutent parce que ça traîne beaucoup. En tout cas, ça traîne à partir souvent d'une histoire des idées qui est très catholique. En réalité, s'il y a une incompréhension de qui naît du PPP, hein, qui naît du projet de paix perpétuelle sur la notion de Völkerstaat. Le problème, c'est que l'État-monde chez Kant, en réalité, il en donnera une définition plus précise 3 ans après le PPP dans, hem, l'histoire d'une idée universelle d'un point de vue cosmopolitique, où, où il parlera bien même pas d'une confédération, mais d'une entente, d'État mondial. En réalité, il y a vraiment l'image de Westphalie derrière. Ça, c'est la notion de Völkerbund. Donc c'est juste un point parce que, comme ça traîne, je voulais revenir avec vous sur quelques points. Sur la notion de cosmopolitisme. Est-ce que Parce que des cosmopolitismes, il y en a eu plusieurs historiquement, intellectuellement. Il y a eu le cosmopolitisme d'abord grec des penseurs, il y a eu le cosmopolitisme des cours qui a dominé l'Europe pendant des siècles, hein, le roi mon cousin, le prince mon cousin. Euh, une personnalité cosmopolite dans ce sens-là, ça a été la reine Victoria. Plus de la moitié des cours d'Europe lui étaient liés par le sang, à commencer par le Kaiser Guillaume. Ce cosmopolitisme-là, d'ailleurs, n'a jamais empêché aucune guerre, vu que il n'arrive pas à enrayer la guerre de 14. Est-ce que est-ce qu'on est est-ce qu'on n'est pas face à la dégénérescence au sens intellectuel du terme, hein, c'est-à-dire sortir de son genre, euh, de la notion de cosmopolitisme plus qu'à au cosmopolitisme lui-même. Le cosmopolitisme actuel est quand même très particulier. Oui, oui, c'est vrai. Alors, revenir sur Kant. Mm. En fait, dans le projet de paix perpétuelle, il critique cette idée d'un État mondial. Euh, il Oui, l'a oui. avancé notamment dans théorie et pratique, etc. Il la critique en disant un tel État mondial, il serait soit tyrannique, Mhm. soit anarchique. Parce que effectivement, plus l'État est gros, plus il y a besoin et ça c'est une question, on peut dire, euh, de physique, hein. Plus vous avez un État étendu, et plus vous avez besoin d'une grande bureaucratie. L'exemple chinois, la Chine est un pays immense, et son gouvernement démocratique serait pas une mince affaire. Et je crois qu'il y a une espèce de logique qui s'est fait dans l'Empire. On m'objectera que l'Inde, mais l'Inde est
si démocratique qu'on le dit. En plus, c'est un État très fédéral dans lequel donc les divers États particuliers ont une plus grande influence qu'on ne le sait d'ordinaire chez nous. Mais en général, il y a une question de taille pour qu'un État soit démocratique. Et ça, Kant le perçoit quand il dit il sera soit anarchique, soit tyrannique. C'était déjà une idée présente chez Spinoza, ça, par exemple. Oui, puis c'est une idée qu'on va trouver aussi dans tous les penseurs de l'époque qui sont confrontés à Mmh. ça. Mais c'est une vieille affaire, hein. Mmh. C'est une question de taille. Elle est soulevée d'ailleurs par Aristote. Aristote, quand il dit, bah, pour la cité, il y a une sorte de taille optimale. Il faut qu'on soit assez gros pour ne pas avoir besoin de tout, quoi. Donc il faut que tous les corps de métier soient présentés, hein, dit en gros Aristote. Mais dit, si on est trop gros, on gagne rien. Au contraire, on risque de le perdre. Et la même idée se retrouve chez Rousseau quand il dit il faudrait une république doit être petite de façon à ce que tous les gens se connaissent et qu'on ne soit pas obligé de confier à quelqu'un d'autre nos propres tâches. Et parce qu'effectivement, si vous avez un État énorme, eh il vous faut une grosse administration, une grosse bureaucratie, etc. Et plus il y a une grosse bureaucratie, plus les libertés sont en danger. Un des problèmes de la construction européenne, c'est pas le seul, hein, mais c'est un des problèmes. C'est-à-dire, si on faisait réellement une nation européenne souveraine, hein, même si on la subdivisait en provinces, ça serait la croissance plus qu'exponentielle de la bureaucratie. C'est un rêve de bureaucrate soviétique attardé, hein, l'Union européenne, en vérité. Non, d'ailleurs, ça C'est fonctionne très un peu juste. pareil. C'est Voilà. Donc, de ce point de vue, je crois que donc, il reste un penseur utile pour nous, parce qu'il essaie de concilier justement le fait que la souveraineté politique se fait au niveau d'un État-nation, il faut que les Mmh. peuples soient souverains, et c'est pour ça qu'ils doivent aussi apprendre à ne pas vouloir agresser les autres tout le temps. Alors, quand tu es contre toute guerre d'ingérence, sauf une, hein, il était plutôt pour la guerre d'ingérence des Français en soutien aux insurgents américains, mais c'est parce que Kant détestait les Anglais. Ça. Bon, voilà. Donc, ce que je voulais dire sur Kant. Alors après, quand il parle de cosmopolitisme, pour lui, c'est que ça se réduit au fait que nous avons des devoirs envers tout homme, quel qu'il soit. Et oui, Et donc, de ce point de vue, tout homme est d'un certain point de vue un citoyen du monde, ce qui est le mmh. sens originaire du mot cosmopolite. Voilà. Alors, le cosmopolitisme auquel nous avons affaire aujourd'hui est tout à fait différent, effectivement, de cette vieille idée qu'on trouve développée chez les stoïciens. Il y a des beaux textes de Cicéron aussi Bien sur sûr. la citoyenneté du monde. Hein. Pourquoi, au fond, c'est pas de défendre des siens qui est le plus important, c'est de défendre sa patrie, et contre sa patrie, il faut être capable de s'élever, de défendre encore plus haut, reconnaître l'humanité de chaque homme. Hein. C'est pour ça que Cicéron est peut-être le vrai fondateur de l'humanisme. Bon, voilà. Donc ce cosmopolitisme ancien, aujourd'hui on a un cosmopolitisme un peu différent, c'est celui d'une classe sociale. Hein. Vous évoquiez la reine Victoria, mais c'est un peu la même chose aujourd'hui. Nous avons une classe sociale qui contrôle le monde. Hein. Il Mmh. y a une excellente analyse, c'est celle de Leslie Slair, hein, je me répète, mais sur la transnational capitalist class, classe capitaliste transnationale, qui montre bien comment se sont forgées des alliances, qui fait que un patron, par exemple, euh, tout le monde se contrefiche qu'il soit français, hollandais, portugais ou américain. Ils peuvent diriger indifféremment n'importe quelle entreprise. Euh, Monsieur Carlos Tavares, par exemple, il est patron d'une entreprise dont le siège social est à Amsterdam, qui est composée d'entreprises françaises, italiennes, américaines, anglaises et allemandes. Hein, ça fait beaucoup. Bon, voilà, c'est ça, ce cosmopolitisme. Et c'est aussi il y a peut-être un deuxième cosmopolitisme, c'est celui des élites cultivées. Je vais mettre des guillemets à élite et à cultiver parce que il faudrait se demander ce que c'est que la culture dans leur cas. Si ce sont vraiment des élites, il y a quelque chose qui s'est répandu comme une traînée de poudre. C'est par exemple la mode du woke, hein, ou la culture LGBT, qui sont devenus des sortes d'impératifs de toute cette classe dominante, mais alors qui est complètement au-dessus et en dehors, elle est hors sol, hein, elle est en dehors des genres ordinaires, parce que cette culture woke, euh, elle n'a touché que les 10% du haut de la société, mais pas du tout le reste de la société. Effectivement, là, on a affaire à un cosmopolitisme dégénéré, là, je suis tout à fait d'accord. Oui, oui,
et qui en plus, contrairement à la plupart des cultures, enfin des sous-cultures qui auraient mérité ce terme, le revendiquent de surcroît. Euh, un, un autre point sur le rapport entre euh, l'État-nation, ce qui est au-dessus, donc mettons le cas de l'Europe, et les conflits. Essayons une hypothèse. Et si nous n'avions pas une bonne lecture historique de la chose? Je m'explique. Le grand siècle du développement des nations, c'est le 19e siècle. Comme le disait très bien Régis Debray dans Il s'agit de ne pas se rendre, la fin du 19e et surtout le début du 20e siècle, c'est la revanche extraordinaire de l'idée impériale et la naissance de la notion d'impérialisme. Parce que, en réalité, comme le démontre Henri Laurence, c'est quoi l'impérialisme? C'est le fantôme de l'Empire. C'est quand l'Empire n'est plus là et ne peut plus être là parce que c'est une structure dépassée. Ça s'est vu avec la chute des empires centraux par la guerre de 14. C'était entièrement vermoulu, dont particulièrement l'Empire austro-hongrois et l'Empire russe, qui était, si vous voulez, qui était hors d'âge, mais strictement hors d'âge. C'est pour ça d'ailleurs que même les élites tsaristes ont accueilli au tout début les bolcheviks en disant enfin quelqu'un qui va peut-être faire quelque chose, ce qu'on oublie. Le, Mm. et le problème, c'est que on a mis sur le compte des nations des guerres qui ne sont pas les leurs, Mm. parce qu'en réalité, on a été face à la décomposition de forces impériales. On peut voir également le cas de l'Empire ottoman, cas tout à fait parallèle. Et ensuite, parce que, non pas l'Empire, mais ce qui restait d'utile, si vous voulez, mais d'utile au sens le plus basique du terme, dans l'idée d'Empire, c'est ce que nous avons appelé impérialisme après. C'est d'ailleurs enfin un empire rentable, parce que le problème de l'Empire, c'est que ça perd souvent de l'argent pour une seule raison, c'est que quand on conquiert des cailloux, euh, il faut faire vivre les gens sur les cailloux. Alors que quand on conquiert des flux, c'est un tableau entrée-sortie. Or, le problème, c'est est-ce que le lien entre nationalisme et bellicisme est aussi évident que ça? Moi, aujourd'hui, je m'interroge énormément là-dessus. Parce que, euh, y compris le nazisme n'est pas un nationalisme monstrueux. C'est un pan-germanisme révolutionnaire. Mm. Mais à la même époque, le nationalisme anglais, le nationalisme français, qui peuvent avoir bien des défauts en interne, n'ont aucune envie de conquête du monde. Aucune. Mm. Objectivement, en dehors de l'Allemagne, le seul pays, mais qui, lui, n'a pas encore créé son nationalisme, vu qu'il est vraiment aux mains de ses classes dirigeantes, qui a une vision mondiale, c'est certainement l'Amérique. Déjà, très Oui, clairement. oui. Mais, le, mais si vous voulez, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on n'a pas une lecture peut-être. Est-ce qu'on n'a pas mis sur la nation et sur ceux qui l'ont et sur les nationalistes qui l'ont défendu, est-ce qu'on leur a pas mis trop de responsabilités sur le dos? Oui, oui, ça me semble évident, hein. C'est Hannah Arendt qui dit très justement que l'impérialisme s'édifie sur les ruines de l'État-nation. C'est-à-dire que l'impérialisme, pour elle, c'est la subversion de l'ordre politique par les intérêts privés. Et l'impérialisme, c'est effectivement la domination des intérêts privés qui se débarrassent euh, de toute entrave qui pourrait leur venir du pays dont ils sont issus. Si on regarde même les choses économiquement, euh, au pays, la France, je suppose c'est la même chose pour la Grande-Bretagne, le colonialisme, depuis le début, jusqu'à ses nouvelles formes, a toujours coûté bien plus cher qu'il a rapporté. Parce Très que nettement. il fallait entretenir des armées, entretenir des fonctionnaires, etc., etc. Et qui payait cet entretien? Eh ben, c'est les contribuables du pays. Par contre, il a rapporté beaucoup à une petite couche. Hmm. C'est donc bien ce que dit Arendt, la subversion de l'ordre politique par les intérêts privés. Alors, et je crois qu'effectivement, on a mis sur le dos des nations, c'est pour le nationalisme qui a fait la guerre de 14, tout le monde le sait, c'est le partage du monde entre les grandes puissances.
hein. De ce point de vue, les analyses qu'avaient fait Hilderding ou Lénine sont encore largement valables, hein. Euh, voilà. Qu'avait fait, pardonnez-moi, avant de dire, avant Lénine? Hilderding, Oui. Hilderding et Lénine restent largement valables. Bon, et je crois qu'effectivement, faut relire toute cette histoire un peu différemment, hein. Alors, Hmm. euh, il y avait sûrement un vieux fond de haine entre les Français et les Allemands en raison de la guerre de 70, hein, essentiellement. Oui, oui. Euh, Et puis, Vieux fond populaire d'ailleurs, hein, les chansons Passe ton chemin, fils d'Allemagne, tout ça. Bon, le qui étaient d'ailleurs des soldat chansons de Paul prussien, Bernard. passez votre chemin dans la Strasbourgeoise. Et la, Et mais, voilà, et donc c'était d'ailleurs souvent des anciens communards, hein, qui sont devenus les plus violents contre l'Allemagne, les plus patriotes, etc. Bon, mais c'est pas ça qui a emporté, qui a fait la guerre de 14. La guerre de 14, elle a été préparée en quelque sorte méticuleusement, et tout le monde s'y attendait. Enfin, après, l'engrenage était imprévu. Voilà, oui, personne n'avait prévu que la station-service avec les pompes suintantes d'essence est prête. Nul ne sait qui craquera l'allumette et comment elle sera absolument. craquée. Mais Oui, tout le monde sait que l'allumette oui, sera craquée. Ça oui, m'amène là aux considérations, l'avant-dernière question, enfin, on va venir sur les considérations actuelles en toute dernière question. D'ailleurs, je remarque que on pourrait élargir ce que dit Arendt avec ce que vous avez très bien dit sur la logique de la gens vis-à-vis de la logique de l'État. Parce que fondamentalement, la version antique de ce que dit Arendt, c'est le duel de la gens et de l'État, oui, profondément. oui, Même oui. si les liens d'or ont supplanté les liens de sang, mais en réalité, on est face à la même chose, c'est-à-dire c'est la vengeance de l'impolitique, profondément. Oui. C'est le, c'est, on se rend, la politique, je parle de la politique avec un grand P, hein, pas pour nos auditeurs. La politique avec un petit P est un bol de blatte à avaler tous les jours. Ça, pour en faire de temps en temps, je vous le confirme sans problème. Mais mais la politique avec un grand P, même si elle emporte des forces de contrainte, euh, n'a pas, comment dire, le, elle peut emporter de la violence, c'est évident, mais on a une tendance à déresponsabiliser la violence de ce que, depuis Ferguson, on appelle la société civile. Et en réalité, c'est ça, c'est la violence de la gens contre la logique de l'État. Le, toute l'affaire de la, si vous voulez, je me permettais juste de souligner ça pour que les gens comprennent, enfin pour que nos jeunes auditeurs comprennent. Il y a de très beaux livres là-dessus, par exemple de Luciano Camfora ou d'autres, Oui. sur le développement de enfin, de la démocratie, non, mais le développement de l'espace politique par le conflit dans l'espace antique. C'est justement la gens contre la logique la logique de la cité d'abord, mais ensuite la logique de la, c'est ce qu'on appelle à Rome la Respublica, c'est ça. Et je me permettais juste de souligner ça. Ultime point, considération actuelle. L'Europe, c'est tellement la paix qu'après la Yougoslavie, qu'après la participation l'encouragement actif aux guerres de Libye et aux guerres du Congo, ce on oublie Oui, beaucoup les liens de l'Union européenne avec le FPR. On nous a épargné l'Irak juste à à cause de la France. Sinon, toute oui, l'Europe y serait allée des deux mains, des deux pieds. D'ailleurs, une partie de nos voisins y sont allés, comme nos amis italiens ou nos amis anglais, qui ont tous les deux à le regretter. Mais là, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense qu'il y a une urgence particulièrement pour la jeune génération à méditer votre livre, mon cher Denis. Et je vous remercie d'avoir fait l'honneur de pouvoir vous éditer. Euh, le, c'est que là, on est grosso modo à près d'1 million de morts à la serrure oui, en Ukraine, dans les grandes lignes. oui, Euh, et là, pour le coup, euh, si vous voulez, avant, il fallait être initié pour ne pas avoir à croire que l'Europe, c'était la paix. Maintenant, je pense que tout le monde est bien placé pour ne plus y croire.
mais justement, quel regard à partir de ces notions d'État-nation, de race, de rapport identitaire et cetera. Quel regard vous portez sur 2 situations actuelles? D'abord, la situation actuelle de la question ukrainienne, parce que là, pour le coup, c'est à nos portes pour conclure, par rapport justement, à cette France, comme vous le disiez très b vous le dites très bien, qui est en danger, à la situation identitaire française. Alors, concernant l'Ukraine, je crois qu'on a un excellent exemple de subversion de l'ordre politique par les intérêts privés, hein. Oui, ça c'est très net. Là, pour Hitler le faisait la coup, guerre pour, il faisait la guerre pour payer ses dettes, hein, parce que sinon il aurait fini à la prison pour dette qui ne devait pas exister à Rome. Canfora raconte ça très bien dans son livre sur César, le dictateur démocratique. Bon, euh, et ben là c'est pareil. On fait la guerre en Ukraine et la démotivation. Alors d'ordre impérial, les États-Unis ont décidé depuis longtemps que leur ennemi c'était la Chine. Donc pour ça il faut morceler la Russie. Ça c'est la thèse de Brzezinski dans le grand échiquier, c'est ça? le grand Euh, échiquier, le Great oui, Chessboard. 1997. Bon, et quand on sait, par exemple, que l'essentiel de l'agriculture ukrainienne est tenu par 3 grosses sociétés américaines, pour l'essentiel, alors évidemment, formellement, la propriété de la terre ne leur appartient pas, mais évidemment, ils sont fermiers, ils exploitent tout. Bon, et une bonne partie de l'agriculture française est en difficulté en raison des cadeaux qu'on a fait à l'Ukraine. Alors là, on a typiquement cette chose-là qui est en train de se faire. Après, la situation ukrainienne est compliquée, Tout à fait. parce que autant je comprends parfaitement le mécanisme, hein, qui fait que quand il y a cette fameuse pseudo-révolution de 2014 fomentée par les agents de la CIA, euh, euh, bon, quand ils s'attaquent ensuite aux pays oblastes russophones de l'Est, qui ont subi quand même beaucoup de bombardements, de répression euh, à partir de 2014, euh, il est clair que là, l'Ukraine est divisée en deux. En fait, il n'y a pas une Ukraine. L'Ukraine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, on nous dit qu'il faut respecter les frontières, c'est bien. On oublie de dire que les frontières de l'Ukraine, c'est celles que Khrouchtchev a tracées. C'est-à-dire assez marrant de voir comment tous les gens qui disent sans arrêt que l'Union soviétique c'était l'horreur absolue, ce qui était sans doute à peu près vrai, se réclament des frontières tracées par Khrouchtchev. La Crimée, c'est Khrouchtchev qui dit bah tiens je vous la donne pendant que j'y suis. Euh, bon, donc ces frontières, elles sont le résultat de toutes sortes de tripatouillages. Il y a derrière toute une histoire compliquée parce que euh, quels ont été les rapports entre le pouvoir soviétique tel qu'il s'est constitué et puis les paysans de Makhno, etc., etc. Toute une histoire extrêmement complexe en Ukraine. Donc, euh, et puis, il est évident que la Russie, à mon sens, a fait une faute politique et une faute morale et en fait une faute sur le plan du droit en intervenant brutalement comme elle l'a fait, visiblement d'ailleurs en sous-estimant ce qui allait se passer, puisque je crois que quand Poutine disait on a pour 6 semaines, il le pensait vraiment au début, puis Heu, il ça fait... pensait refaire le conflit de 2014. Le problème, c'est qu'il alors 1, c'est plus tout à fait la même armée ukrainienne. 2, c'est plus tout à fait le même sentiment national ukrainien. Oui, 3, ils sont tombés sur, un dispositif, de numérisation du champ de bataille fait par les Américains qui a empêché très vite l'armée russe de manœuvrer. Donc en réalité, l'armée russe au tout début du conflit, l'armée russe se rend compte que ça va être un conflit long. C'est très juste. oui. Et donc, voilà, on a une situation absolument indémêlable hein, en Ukraine. Bon, euh, alors si on essaie, on pourrait la démêler si il y avait la volonté de faire une conférence de paix, de trouver des arrangements, Mmh. parce que quand on fait une guerre, pour l'arrêter, il faut toujours des arrangements, il faut que les uns et les autres y mettent du leur, sauf à demander la capitulation totale de l'ennemi. Hein, mais ça, c'est autre chose. Si on essaie de resituer ça dans un cadre plus global, ce à quoi nous assistons, d'un certain point de vue, ça ressemble à avant 14. Et c'est pas spécialement encourageant. Au fond, nous avons des vieilles puissances impériales,
Mmh. essentiellement les États-Unis et leur puissance vassale. Et puis, nous avons de nouvelles puissances tout aussi impériales. Je crois qu'il ne faut pas tomber. Moi, j'entends des trucs sur le Sud global contre l'Occident, tout ça, Non, mais non, pour moi, non, 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 c'est faut un peu arrêter. des blagues. La Chine est la première puissance économique mondiale, et elle veut sa part du gâteau. Exactement comme l'Allemagne est en train de devenir la première puissance économique d'Europe en 1914 et voulait sa part du gâteau. Mmh. Et les forces en présence se ressemblent. Ben, c'est pas les mêmes, mais il y a quelque chose de semblable. Et puis il y a des tas d'autres gens qui sont des acteurs, parce que comme souvent, euh, eh bien, nous, les puissants d'hier, hein, nous avons appris à mépriser les autres et à ne pas les écouter et à ne pas les prendre au sérieux. Mais on apprend que la Turquie est une vraie puissance qui a des volontés impériales. Est-ce qu'elle en a les moyens? C'est une autre affaire, mais elle a vraiment cette volonté. Puis c'est devenu des puissances. Il y a 90 millions d'habitants en Turquie. Et puis une industrie, etc., etc. Et puis l'Arabie Saoudite, alors MBS est peut-être pas un type très sympathique, notamment pour les journalistes qui fait des bites en morceaux dans les ambassades, mais enfin, à part ça, il est en train visiblement de faire marcher l'Arabie Saoudite à marche forcée pour en faire une puissance régionale. Et tous ces gens-là, ils jouent chacun leur propre carte. Ce qui va en sortir, on ne le sait pas, mais euh, il y a l'Iran, évidemment. Hein. Voilà, c'est des puissances qui s'affrontent sur le champ international. Et c'est pour ça que le danger de la guerre est d'autant plus important aujourd'hui. Il est Mmh. d'autant plus prégnant parce que il y a une mécanique qui s'est mise en route et après, on ne sait pas du tout comment elle va s'arrêter. Donc, il serait temps au moins ceux sur lesquels on peut agir, théoriquement, c'est nos gouvernements, euh, que ces gouvernements-là prennent des initiatives et en tous les cas se désengagent cette marche forcée vers la guerre et prennent des initiatives de paix, ce qui ne sont pas possibles tant qu'on est engagé jusqu'au bout. Comment voulez-vous qu'on soit une position de négociateur si on envoie des mirages et des instructeurs en Ukraine? On peut être aucunement des médiateurs. Et là, je crois qu'on a une situation extrêmement dangereuse. Voilà. Alors, dernier point sur lequel vous parliez, c'est la question de l'identité. Question de l'identité. Alors, effectivement, il y a une vraie question de l'identité. Voilà. Euh, Chaque peuple tend à préserver son identité. On peut le déplorer, on peut s'en féliciter, je ne sais pas. En tous les cas, c'est une réalité avec laquelle dont il faut tenir compte. Voilà. Le danger, c'est comme toujours, c'est soit de nier cette identité, cette aspiration à l'identité, ce que font toutes les variétés de gauchistes, ou la théorie de la créolisation, qui est la dernière invention en date du grand théoricien, le grand moufti de la RFI, euh, Jean-Luc Mélenchon pour ne pas le nommer. Voilà, ça, c'est personne ne veut être créolisé. À commencer, demander, je ne sais pas moi, à n'importe quel peuple dans le monde s'il veut être créolisé. Évidemment, il a envie de retrouver son autonomie, son indépendance. Une des raisons par lesquelles on se fait virer d'Afrique systématiquement, c'est tout simplement parce qu'on a décidé qu'il fallait que les Africains se modèlent sur nos façons de voir. Ben non, ils vont voir les choses comme nous. Et puis c'est Mmh. tout. Donc il faut l'admettre. Le nouveau président du Sénégal l'a d'ailleurs dit assez clairement. Il dit en gros, en substance, à Macron, il dit, en gros, vous avez le droit d'interdire le voile chez vous, mais je ne vous conteste pas ce droit. Et il dit, nous, on fait comme on veut. Voilà. Et c'est tout Mmh. à fait exact. Mmh. Alors, donc, non à la créolisation. Euh, et le danger de l'identité, c'est qu'elle peut retomber sur une identité de type biologique, raciale, euh, une Mmh. race française, il n'y a pas de race française. Voilà. Par contre, il y a une identité de la France. Je crois qu'il faut lire Brodel sur ce sujet, qui avait écrit un beau livre sur l'identité de la France. Il y a une identité qu'il s'agit de préserver. Et cette identité, c'est celle que nous a donnée notre histoire, que nous a donnée notre culture, notre langue. Je suis absolument sidéré de voir l'état de délabrement de l'usage du français un peu partout. Voilà. C'est cette identité-là qu'il faut défendre. Et je pense que si un parti politique défendait sérieusement cette identité française dans ce qu'elle a de plus profondément important pour l'humanité, pas pour nous. Sinon, moi, je vais me mettre à défendre l'identité bourguignonne. Hein.
après tout, nous les Bourguignons, on a failli être les rois de France avant tout le monde. Enfin bref, on va pas défendre l'identité bourguignonne, mais la France a été un, un foyer de culture utile au monde. Et je crois qu'il faut défendre ça. Nous avons un certain nombre d'idées que nous devons défendre. Par exemple, nos rapports, pour prendre des choses très à la mode, les rapports entre les hommes et les femmes en France ont toujours eu un côté un peu particulier. Au XVIIIe siècle, les salons étaient tenus par des dames, et c'est elles qui réunissaient les intellectuels, et parfois étaient elles-mêmes des grandes intellectuelles, puisque tout le monde sait que le peu de science que connaissait Voltaire, c'est Madame du Châtelet qui le lui avait appris, elle qui avait traduit Newton en français. Il y a cette chose très particulière, très française, et que nous devons défendre. Voilà, c'est ça l'identité de la France. Une de mes chansons préférées, c'est celle de Jean Ferrat, Ma France. Mmh. Je la remets régulièrement euh, parce que voilà, C'est une magnifique chanson. il parle pas simplement de la politique, il parle aussi des forêts, il parle des champs, il parle des paysages, voilà. Et ben c'est ce pays-là qu'on aime, et ça on va Mmh. le défendre. Voilà. Je sais pas si je réponds à votre question sur l'identité. Oui, beaucoup. Ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Et merci beaucoup, cher Denis. Je rappelle, En défense de l'État-nation, votre dernier ouvrage que nos amis peuvent trouver dans la librairie du Cercle Aristote et que s'ils ont vraiment une, une Magnus Manus Capilis, un grand poil dans la main, eh bien, vous pouvez aller directement sous cette vidéo. Là, pour le coup, et si c'est trop demandé, ben, je ne peux plus rien faire pour vous. Merci à tous. Si vous voulez soutenir le cercle, n'oubliez pas, vous pouvez faire relayer nos travaux. Vous pouvez nous aider via la page Tipeee, via les dons, via l'adhésion, et également nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux, sur nos groupes Telegram, sur nos fils Telegram, sur YouTube, sur Spotify, sur Facebook, sur TikTok. Merci à tous et à demain pour la vidéo du jour. Encore merci, cher Denis. Merci Pierre-Yves. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.